Regardez bien ça, là. Ce passage très précis où Ben Affleck sourit un peu bêtement dans Gone Girl. Ce moment-là, il est non seulement crucial dans le récit, mais il l'est aussi pour le spectateur qui mène sa propre enquête dans ce film, de la première à la dernière seconde, d'une expression de visage à une autre. Gone Girl et le sourire qui change tout, c'est notre sujet du jour. Bienvenue dans un nouvel épisode de Ciné Legends. En 2014, quand sort Gone Girl, beaucoup, dont moi, voient encore Ben Affleck comme cet acteur de blockbuster à l'eau de rose, genre Pearl Harbor ou Armageddon. Et si, vous savez, avec sa petite fossette au menton là et son air mi-dépité, mi-déterminé là, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Donc forcément, le voir dans une œuvre où il est accusé de meurtre, du meurtre de sa femme en plus, ça le propulse directement dans le registre dramatique. Et c'est assez nouveau pour pas mal de spectateurs de l'époque. Et comme si ce premier choc ne suffisait pas, on constate très vite dans Gone Girl qu'il est plutôt bon dans ce genre de rôle. Tenez, le voilà dès la 27e minute dans la fameuse séquence qui sert de base à cet épisode. Et sincèrement, il crève l'écran et nous claque un petit combo petite gêne, sourire fugace, regret immédiat, tout ça en moins d'une demi-seconde. C'est impossible que vous ayez vu ce passage dans le film sans réagir, sans vous dire oh là là, qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce qu'il vient de faire là? C'est impossible. Pour ceux qui ne se rappellent pas en détail, je vous refais rapidement le topo. Le type que Ben Affleck incarne, il s'appelle Nick et il est dans la tourmente depuis 24 heures, depuis que sa femme est portée disparue. Il est épuisé, la police a de gros doutes sur son profil et il participe sans y être préparé à une conférence de presse durant laquelle il sait pas trop quoi dire ou comment réagir. Et quand les flashs et les questions le mitraillent, un journaliste lui crie de sourire, ce qu'il va faire par réflexe avant de se raviser immédiatement. À partir de là, nous, en tant que spectateurs, on a bien compris qu'il vient de se mettre dans une galère sans nom. Mais le film ne dit rien. Il nous laisse profiter de l'avance qu'on a sur la trame, comme des petits enquêteurs ayant anticipé le prochain rebondissement d'un thriller. La scène est donc puissante pour deux raisons. D'une, il y a le jeu de Ben Affleck qui suscite pas mal d'empathie, parce que très sincèrement, à sa place, dans cet état de fatigue, j'aurais probablement fait pareil. Et de deux, la scène est forte parce qu'elle nous implique dans le mystère du récit. On se dit alors que sa réaction était beaucoup trop naturelle et humaine pour qu'il soit vraiment coupable, et que la police est donc probablement sur une fausse piste. Ce genre de réflexion, on va s'en faire plein en regardant Gone Girl, et souvent suite à des sourires, qu'ils soient sincères ou d'apparence. Je m'explique. Laissez-moi vous présenter la fameuse Gone Girl, la fille disparue qu'on recherche dans le film. Voici donc Amy, elle est jouée par l'exceptionnelle Rosamund Pike et dans le film, elle a un statut un peu spécial. Amy dans Gone Girl, avant sa disparition, elle est mondialement connue. En fait, dans le récit, c'est l'inspiration d'une bande dessinée créée par ses parents, une BD qui met en scène son alter ego nommé Amazing Amy. En réalité, on l'apprend vite, la Amazing Amy de la BD a toujours été plus douée et plus chanceuse que la vraie Amy du monde réel. Et cette dernière l'a toujours eu en travers. Malgré elle, Amy est donc un modèle pour des millions d'Américaines qui ont grandi avec ces histoires, qu'elles soient réelles, enjolivées ou mensongères. Comme dans d'autres films de David Fincher, le réalisateur, ici on travaille beaucoup la dualité de chaque personnage. Il y a les apparences et la réalité. La fausse Amy de la bande dessinée et la vraie Amy du monde réel. C'est pas pour rien que le film se nomme Les Apparences au Québec, un nom que je trouve particulièrement adapté. Mais si Amy a un visage public et un visage privé, son mari est pas non plus à plaindre. Son côté sombre, on le voit dès la toute première seconde du film. I picture cracking her lovely skull. Unspooling her brains. Là, à la minute 1, on a une vraie pensée de mec dangereux, de mari potentiellement obsédé par le meurtre de sa femme. D'ailleurs, sachez que dans le livre dont s'inspire le film, Nick est régulièrement teinté de réflexions misogynes, hérité de son père, ce qui le rend pas mal antipathique, bien plus que dans le film. Ah, et ça me revient, vous savez ce qui est le plus flippant dans cette fameuse séquence d'intro? C'est littéralement le seul moment où on a, entre guillemets, accès aux pensées intimes de Nick. Tout le film, on l'entend parler et non réfléchir. Et quand il parle, c'est toujours pour se mettre en valeur, se défendre ou constituer des alibis. Mais quand il réfléchit, c'est pour s'imaginer en meurtrier. Voilà donc à quoi ressemble au début du film la petite fiche de profiler qu'on se fait de nos deux personnages principaux. Bon, je dis deux personnages principaux, mais en réalité, il y a un troisième élément central dans le film, ce sont les médias, de l'aveu même du réalisateur.
Les médias, c'est l'opinion publique, et le public, il aime le voyeurisme et le drama, qu'il soit réel ou arrangé. Notre petit exemple du sourire vite effacé en conférence de presse, pour la presse à scandale, c'est clairement une preuve que Nick est coupable. Et si nous, en tant que spectateurs, on sait que le sourire n'est pas voulu, l'Amérique, elle, fonctionne différemment. Elle fonctionne à l'affect, y compris dans sa manière de désigner des coupables. Aussi, dans ce film, on nous fait vite comprendre que les apparences sont parfois plus importantes que la réalité et que ce sont les sourires qui trahissent ou non la culpabilité. Mais pour continuer sur notre lancée, il va falloir qu'on spoil un peu. Alors si vous avez jamais vu Gone Girl et qu'on vous a intéressé, mettez un petit pouce en l'air à la vidéo, ça vous aidera à la retrouver, nous ça nous aide beaucoup, et revenez après avoir vu cette masterclass de cinéma, on vous attend là bien sagement. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que vous savez désormais qui a kidnappé Amy. C'est bon, tout le monde est prêt? Alors place au meilleur passage de l'enquête. Donc oui, surprise, Nick n'est pas un criminel. En revanche, il est coupable. Coupable d'être un salaud, coupable d'avoir négligé son mariage, trompé sa femme, de l'avoir constamment mise de côté et d'avoir fait plonger leur relation idyllique dans les abysses. Tout ça, on l'apprend progressivement en visitant les souvenirs d'Amy, des flashbacks et des pensées vite agrémentées de mensonges qu'elle a consignés dans son journal intime. Ces histoires, qu'elles soient réelles ou fictives, on les explore au rythme de sa superbe voix. Une voix divinement froide ou diablement envoûtante, j'arrive pas vraiment à me décider. Son ton est très monocorde et devient presque hypnotisant par moments. You want Nick and Amy to be likable. After that, you invent. Perso, je pense que c'est voulu, histoire de nous conditionner et de nous servir la soupe sans jamais qu'on doute. Au passage, c'est amusant de se dire qu'initialement, ce devait être Reese Witherspoon dans le rôle d'Amy. Et je sais pas vraiment ce que ça aurait donné. Je suis curieux de savoir si vous auriez préféré avoir Reese Witherspoon plutôt que Rosamund Pike. Dites-le nous dans les commentaires. Mais pour comprendre comment elle a réussi à embobiner la réalité et aussi le spectateur, pour faire passer son récit idyllique du conte de fées au cauchemar, il y a un outil qui est utilisé, qui est très pratique, c'est la bande son. Je vous explique pourquoi et ensuite je vous emmène à la toute fin du film. Allez, petit exercice, si je vous demande là, comme ça, de repenser à la musique de Gone Girl, signée s'il vous plaît par Trent Reznor et Atticus Ross. Normalement, il y a deux types de sons qui vous reviennent immédiatement en tête. Il y a ça, ou encore ça. Des mélodies très planantes, presque oniriques. Celles-là, elles accompagnent tout ce qui est beau, romantique, agréable et toutes les pensées positives du film en sont nappées. Pour la petite histoire, l'inspiration musicale de ces musiques très zen et reposantes, elle vient d'une séance chez le chiropracteur. Oui, En fait, David Fincher s'en est inspiré et a demandé quelque chose de faussement détendu et d'exagérément apaisant. Exactement le genre de mood qu'il nous faut pour qu'on soit conditionné dans les flashbacks, réels ou fictifs, et qu'on puisse bouffer tous les mensonges d'Amy sans qu'on doute d'elle à un seul instant et qu'on la voit comme une victime. Par opposition à ces sons oniriques, on a ce type de son. Ceux-là, ils sont bien angoissants comme il faut, dissonants, métalliques et même presque informatiques. Un peu à la manière du cri de Neo dans Matrix, qui se perd dans des sons digitalisés pour accompagner son retour au réel. Ici, ces sons, ils nous font surtout basculer du rêve du couple idéal ou des moments romantiques à la dure réalité de la vie, dans laquelle tout accable Nick, meurtrier présumé de sa femme. Et le plus bel exemple de déconnexion du rêve, entre guillemets, et de retour à la réalité, il est là, précisément, quand Nick ouvre le garage, découvre les cadeaux qui vont le piéger et le conduire à son arrestation. Comme lui, à ce passage-là du film, nous, en tant que spectateurs, on est largués, en mode « what the f***». Et puis, plot twist et nouveau sourire. À partir du moment où Amy, qui s'est auto-kidnappée et qui veut piéger son mari, à partir du moment où elle est sur la voie de la liberté, elle savoure sa victoire vengeresse. Ça se lit sur son visage quand elle est en voiture. Elle a ce petit sourire discret là, mais hyper franc qui se dessine à peine sur son visage.
On suivra donc à partir de là les rebondissements pas toujours maîtrisés de son plan jusqu'à la fin du film, lorsqu'elle rentre chez elle ensanglantée mais heureuse de retrouver sa vie d'avant avec un homme qu'elle pense avoir reconquis. Mais ça c'est évidemment les apparences. En réalité, Nick, ça fait longtemps qu'il voit clair dans son jeu. Il la sait menteuse, faussaire, meurtrière, capable d'automutilation et d'assassinat, de toutes les manipulations possibles et imaginables pour arriver à ses fins, et résultat il a peur d'elle. Un sourire de façade par-ci, un autre par-là. Désormais, le couple se doit d'être heureux en apparence, mais la vérité est évidemment tout autre. On est ici en plein déni du réel, et d'ailleurs la musique nous le rappelle, c'est les thèmes de l'onirisme et de tout ce qui est factice au final dans ce film Gone Girl. Comme si le conte de fées pour l'opinion publique se devait de se terminer assez classiquement sur ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Parce que oui, ça aussi c'est dans le plan d'Amy pour conclure en beauté son storytelling meurtrier, forcer Nick à avoir un enfant d'elle, un geste qui le verrouille en quelque sorte dans un mariage qu'il veut désormais fuir. De cette manière, elle l'enchaîne dans une vie de mensonges puisqu'il décide de la couvrir pour le bien de leur futur enfant. Mais la question qui reste sans réponse à la fin du film, c'est est-ce que Nick pourra la couvrir et devenir son complice à vie comme il l'annonce à tout jamais? Est-ce qu'à un moment donné, il va pas péter un plomb et ne plus savoir la couvrir? C'est ce qu'on devine d'ailleurs dans la séquence qui sert de clôture du film et qui fait écho à l'intro du film avec un plan et des dialogues quasi similaires. Je vous mets les deux plans côte à côte pour que vous voyez bien la différence. C'est évidemment l'expression et le regard de Rosamund Pike qui, à gauche, est dans l'indécision au début du film, le tout accompagné d'une musique onirique. On sent qu'elle a pas trop de plans mais qu'elle est pas non plus hyper heureuse dans sa vie. Elle fait encore peut-être confiance à son mariage. Et à droite, elle est clairement dans le plaisir vindicatif, tandis que Nick se demande lui qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et évidemment, tendez l'oreille parce que le tout est cette fois-ci accompagné de sonorités dissonantes. What will we do? Le sourire de Nick à la 27e minute, c'était celui de l'innocence pour le public, celui d'Amy sur le dernier plan du film, quelque chose de glaçant et d'incroyablement malsain. Et peut-être que finalement, le sourire qui change tout, c'est celui-là, puisqu'il fige Nick dans un cauchemar d'apparence qui le mènera, quoi qu'il advienne, à sa perte. Voilà, on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez du format et surtout comment vous interprétez notre sujet du jour et cette fin si énigmatique de Gone Girl, qui est un excellent film. De notre côté, on va s'attaquer très bientôt à d'autres films pour en creuser le sous-texte comme on espère l'avoir fait avec cet épisode dédié à Gone Girl. N'hésitez pas à nous dire quel film vous voulez qu'on traite. On vous remercie de vos nombreux commentaires. Pensez à liker la vidéo et à la partager avec votre entourage. Ça coûte rien et ça nous aide énormément pour le référencement. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Ciné Legends.